The yes needs a no to win. Again the no. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Avec moi, vous parlez de choses sérieuses. Je vous demande de vous arrêter. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Il y a un risque révolutionnaire en France. On est envahi de gays. C'est toi qui as dit ça? Bah descends, on peut le dire. Terminé. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous, le compte à rebours s'accélère avant le premier tour des municipales et comme chaque dimanche, voici l'hebdo politique sur Sensation Yveline. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Ce soir, je reçois Joël Loison, maire UMP de Vélizy-Villacoublay. Bonsoir. Bonsoir. Joël Loison, vous êtes né en 1943, vous avez 70 ans. Vous avez grandi en Normandie, dans le Perche. Avant de vous engager en politique, vous avez mené une carrière dans l'industrie automobile. C'est en 1984 que vous vous installez à Vélizy. Pourquoi d'ailleurs ? Bien, tout simplement parce que nous voulions acquérir un logement qui était plus proche dans un environnement, disons, plus vert. Et donc, j'habitais à l'époque à Boulogne-Billancourt. J'ai habité pendant 20 ans à Boulogne-Billancourt. Et donc, ce plateau de Vélizy-Villacoublay nous intéressait. Voilà, tout simplement. Rapidement, en 1989, vous devenez conseiller municipal. En 2004, vous succédez en cours de mandat à Raymond Loisel. 4 ans plus tard, vous êtes réélu maire avec un peu plus de 52% des voix au second tour. En plus de votre fonction de maire, vous êtes également conseiller général des Yvelines depuis 2005, en charge de la commission urbanisme, environnement et les affaires rurales. Avec vous, nous aborderons la fracture à droite pour ces municipales dans votre ville et les grands travaux qui attendent la ville de Vélizy. L'hebdo politique, le Money Time. On commence comme chaque semaine cette émission avec le Money Time, une série de questions-réponses rapides. Le but, Joël Loison, c'est apprendre à mieux vous connaître, mais aussi tester vos connaissances et voir si vous suivez sérieusement l'actualité. Est-ce que vous êtes prêt ? Bah oui. Joël Loison, je l'ai dit, vous siégez au Conseil général, vous êtes président de la commission urbanisme, environnement et affaires rurales. Quels sont vos gestes au quotidien pour préserver la nature ? Les gestes au quotidien, eh bien, nous avons développé, nous, déjà, un agenda 21. Et je pense que ça s'inscrit dans le cadre de la protection de la nature d'une manière générale. Vous, dans votre vie à vous, généralement, personnellement, qu'est-ce que vous faites ? Vous éteignez la lumière ? Vous fermez le robinet tout de suite ? Depuis tout le temps, ça fait partie de mon éducation. 70 km/h sur le périph' parisien, est-ce que pour vous c'est un plus pour la sécurité ou un plus pour les caisses de l'État ? Pour les caisses de l'État, sans doute. Et vous, est-ce que vous avez déjà été flashé d'ailleurs pour excès de vitesse ? Oui, c'est vrai, ça m'est arrivé, mais il y a très longtemps, parce que j'ai appris à faire attention, effectivement. Oui. Alors, vous êtes présent sur Facebook et Twitter. Est-ce que c'est important pour vous, les réseaux sociaux, et pourquoi ? C'est important parce que ça permet de réagir très vite, d'une part, et puis de toucher toute une population qu'on ne peut pas rencontrer au quotidien dans la rue. Et donc, oui, c'est très important. Quel est le plus grand défaut et la plus grande qualité de Valérie Pécresse, députée UMP des Yvelines, pour vous ? C'est une femme très intelligente, c'est une femme très orgueilleuse. Je l'ai dit, vous avez fait une carrière dans l'industrie automobile. Pour vous, est-ce que les États et les élus devraient privilégier l'achat de véhicules français, pour montrer l'exemple ? Tout à fait. Et vous roulez en quoi du coup ? Citroën. Et le parc automobile de la commune ? Et nous avons des locations, donc nous avons Peugeot, Citroën et Renault, effectivement. Près d'un Français sur deux estime que le racisme anti-blanc est un phénomène assez répandu en France. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que c'est sérieux ça ou c'est qu'une pure invention ? Non, je pense qu'on est peut-être allé trop loin dans la discrimination positive et c'est ce qui peut heurter certaines sensibilités, mais je crois qu'il faut continuer à faire en sorte que les gens puissent se tolérer. Donc il n'y a pas forcément de racisme anti-blanc. Non. Le mariage pour les couples homosexuels, c'est une bonne chose ou pas pour vous ? Alors j'étais contre à l'origine. La loi s'applique maintenant, nous l'appliquons comme tout le monde. Je pense que le mariage en lui-même n'enlève rien à personne, donc pourquoi pas. Je suis beaucoup plus réservé sur tout ce qui en découle, c'est-à-dire tout ce qui peut concerner la filiation et les enfants. Les Français sont 77e au classement de la générosité mondiale. Les Américains sont les premiers. Vous, est-ce que il vous arrive de donner à des organisations ? Oui, bien sûr. À lesquelles, par exemple ? On a les premières, qui sont la Croix-Rouge, par exemple, et toutes les organisations humanitaires. On a le Secours catholique, on a le Secours populaire, etc. Donc, oui, ces organisations, à condition que j'ai une quasi-certitude que ça puisse aboutir à une action concrète. Pas de détournement des fonds. Oui, de solidarité. Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma ?
Il y a longtemps que vous n'êtes pas allé au cinéma. Je ne vais pas beaucoup au cinéma parce que j'en avais pas beaucoup l'occasion, effectivement. Je ne saurais pas vous dire. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que je suis très adepte des films qui nous rapprochent de la nature, justement. 48% des Français considèrent que l'école assure l'égalité des chances. 49% estiment l'inverse. Votre vision de l'école, vous, aujourd'hui, elle est plutôt optimiste ou pessimiste ? Je suis très préoccupé par l'école, effectivement, parce que je crois qu'elle n'a pas su s'adapter justement à l'évolution de la société, tout simplement, et surtout à l'évolution économique. L'hebdo politique sur Sensation. Premier thème de cet hebdo politique, la fracture au sein de la majorité de Vélizy-Villacoublay. Il y a un an déjà, c'était le 30 janvier 2013, vous preniez, Joël Loison, la décision de retirer la délégation accordée à l'un de vos adjoints, monsieur Pascal Thévenot, notamment à cause de ses positions et de ses critiques concernant votre politique. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et l'ex-adjoint chargé de la vie associative et des sports, Pascal Thévenot, s'est déclaré candidat au municipal de mars prochain face à vous. Problème, lui aussi se situe à droite politiquement. Vous avez tous les deux brigué l'investiture de l'UMP, mais c'est lui qui l'a obtenue. Depuis, vous déclarez avoir été trompé par l'UMP et par Valérie Pécresse, chef de file de l'UMP dans notre département. Expliquez-nous, est-ce que l'investiture vous était promise à la base ? Non, on ne m'a jamais promis l'investiture. En revanche, je pense que ne pas donner l'investiture au maire sortant, c'est une rupture avec la tradition de l'UMP, d'une part, et puis c'est prendre un gros risque, puisque Pascal Thévenot, puisque vous l'avez évoqué, avait toutes ses chances de pouvoir me succéder un jour. Je le lui avais promis, du reste. D'ailleurs, oui, en 2008. En 2008, absolument, je lui ai promis que j'étais prêt à lui passer la main. Je ne lui avais pas dit, en revanche, en 2014. D'accord, donc pour vous, il a peut-être fait preuve un peu d'impatience. Exactement. Pourtant, il y a eu un vote, il y a eu un comité départemental, Oui. L'investiture a été votée, 77% pour lui, du coup, vous remettez en cause ce vote aussi ? Oh, complètement. Et pourquoi ? Complètement, parce que ça a été complètement pipé, si vous voulez. D'ailleurs, il faut dire, et c'est là où je trouve que Valérie Pécresse n'a pas été honnête, je le lui ai dit d'ailleurs, puisque on s'était mis d'accord pour que l'investiture ne soit pas votée dans cette séance d'octobre, mais qu'elle soit votée en novembre, après qu'il y ait une tentative de conciliation entre Pascal Thévenot et moi. Bon, et puis, en séance même, elle me l'a confirmé au début de la séance, et en cours de séance, elle a donc fait voter, et j'ai appris, après coup, qu'elle va passer la veille à faire le tour avec son attaché parlementaire, ou du moins un de ses collaborateurs, à faire le tour des membres du comité départemental pour leur demander de voter Pascal Thévenot le lendemain. Alors, l'un des sujets de désaccord entre vous et Pascal Thévenot, c'est notamment l'intercommunalité. Le 1er janvier, Vélizy a intégré la communauté d'agglomération Grand Paris Seine-Ouest, une entité qui pourrait peut-être être avalée à son tour d'ici 2016 par la métropole du Grand Paris. C'est justement ce qui fait débat. Valérie Pécresse et Pascal Thévenot se méfient de cette métropole. Pour eux, si Vélizy est absorbée par la métropole du Grand Paris, la commune ne maîtrisera plus sa politique en matière d'urbanisme, de logement ou encore d'environnement. Pour vous, rejoindre un jour la métropole du Grand Paris à l'horizon 2016, ça ne vous inquiète pas ? Alors, je voudrais revenir sur vos propos, parce qu'ils ne sont pas exacts. Le différent qui a fait le schisme, du moins qui a été mis en avant par Pascal Thévenot, a été non pas l'intercommunalité, mais a été l'urbanisation de la ville. Hein. Ouais. Donc, on en parlera plus tard, c'est pour ça que j'ai pris l'autre sujet. D'accord, donc ce n'est qu'après qu'ils en sont venus à parler d'intercommunalité, parce que je rappelle que notre adhésion à GPSO a été votée à l'unanimité par le conseil municipal. Donc par Pascal Thévenot également. Également, hein. Comme il avait voté d'ailleurs tous les autres projets d'urbanisme avant. Mais enfin, ça c'est autre chose. Et ce vote, il avait eu lieu quand, du coup ? Alors, c'était fin 2012, il me semble. Hein, donc, fin 2012, oui, c'est ça. Donc là, vous évoquez peut-être un coup pour les municipales, pour se distinguer ? Oui, bien sûr, il faut se distinguer, sachant que le penchant de Pascal Thévenot et de un de ses amis pour Versailles-Grand Parc a toujours été latent, mais il avait admis que l'intérêt de la ville, l'intérêt du territoire était plutôt de basculer côté Grand Paris Seine-Ouest, c'est ce que nous avons fait. Alors en ce qui concerne la métropole, pour vous répondre, bien sûr que je suis préoccupé par cette loi sur la métropole du Grand Paris.
Mais il ne faut surtout pas décider dans l'urgence, il faut déjà attendre à bien avoir interprété tous les textes et leurs conditions d'application. Bon, aujourd'hui, on n'en est pas là. Les textes, d'ailleurs, la loi, il y a eu un recours auprès du Conseil constitutionnel et on devrait avoir la réponse du Conseil constitutionnel avant fin janvier. Et pour savoir si la loi sera retoquée ou pas. Bon, mais même si elle ne l'était pas, il faudra après analyser bien les textes, leurs conséquences pour ceux qui seront dans la métropole du Grand Paris, mais aussi les conséquences pour ceux qui seront hors de la métropole du Grand Paris. Et ça, c'est ce qui n'est jamais fait. Alors aujourd'hui, on peut dire que tous les moyens seront sans doute rassemblés dans cette métropole du Grand Paris. Tous les projets de développement pourront être portés par la métropole du Grand Paris, mais que restera-t-il aux autres? Donc justement, si vous n'avez pas d'assurance là-dessus, vous pourrez faire machine arrière. Tout à fait. Et du coup, vous feriez comment alors? Aujourd'hui, on a encore jusqu'au 30 septembre pour décider. Et donc, le 30 septembre, ça nous laisse encore quand même quelques mois pour pouvoir analyser tous ces textes, le faire avec des spécialistes, le faire s'entourer de toutes les précautions nécessaires et de tous les avis éclairés nécessaires pour pouvoir décider et faire un débat. On fera un débat en conseil municipal, bien évidemment, sur cette opportunité, si la loi perdure, bien sûr. Alors, même aujourd'hui, on peut se poser des questions. Quels sont vos points communs avec des villes comme Boulogne-Billancourt ou ici les Moulineaux, des villes qui font aussi partie de Grand Paris Seine-Ouest? Ce sont des villes complètement différentes, beaucoup plus proches de Paris. Par exemple, les besoins de logement ne sont pas les mêmes. Non. Donc, comment on fait pour harmoniser tout ça? Le point commun essentiel, c'est une même vision de l'avenir à travers le développement économique, les emplois marchands. Je dirais que s'il y avait un résumé en une phrase, c'est celui que je ferais. Il y a quand même d'autres points communs, c'est que nous avons, avec les villes de GPSO, nous avons, avec Meudon, avec Chaville, nous avons des bassins de vie en commun. Vous avez des rues qui sont mitoyennes entre Meudon et Vélizy-Villacoublay. Nous avons des rues mitoyennes entre Chaville et Vélizy-Villacoublay, donc et des gens qui vivent ensemble déjà. Nous faisons des animations ensemble. Nous avons des écoles, une école par exemple, qui s'appelle déjà intercommunale, qui s'appelait intercommunale en 1938, c'est vous dire. Donc c'est pas nouveau, le bassin de vie existe déjà et le projet économique existe entre nous, entre ici les Moulineaux, Boulogne, Meudon et Vélizy-Villacoublay. Alors, il y a une autre crainte, c'est notamment à propos de la fiscalité. Est-ce qu'il va y avoir une harmonisation de la fiscalité entre les communes et du coup une augmentation pour Vélizy? Elle est inévitable, parce que l'harmonisation fait partie, disons, de la règle, de la loi, lorsqu'on entre dans une intercommunalité. Et donc, cette harmonisation se fera effectivement au détriment des Vélysiens, puisque nous avons une fiscalité, la chance d'avoir une fiscalité très basse. Mais nous devrons donc harmoniser cette fiscalité. Et vous savez combien de points ça représente de hausse? Oui. Alors sur la taxe d'habitation, ça fait 1 point. Et sur la CFE, c'était la contribution foncière des entreprises, ça fait 4 points. Que nous avons négocié d'harmoniser sur 12 ans. Donc répartis sur 12 ans. Mais il faut quand même rappeler que si nous étions allés à Versailles-Grand Parc, c'était la même chose. Donc... Et d'ailleurs, c'est ce que demandent Valérie Pécresse et M. Thévenot, rejoindre Versailles-Grand Parc. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable si jamais vous devez faire machine arrière? Ah oui. À ce jour, c'est faisable si nous n'adhérons pas à la métropole. Si la métropole existe, si elle est créée du Grand Paris, si elle est créée dans les conditions que nous connaissons et que nous pouvons juger défavorables, nous pourrons ne pas adhérer donc à la métropole de Grand Paris, auquel cas nous serons obligés d'adhérer à une autre intercommunalité. Et cette autre intercommunalité, ça ne peut être que Versailles-Grand Parc, bien évidemment. Est-ce que toutes ces craintes que vous exprimez, notamment à propos de la métropole du Grand Paris, est-ce que vous ne pouviez pas les anticiper avant et du coup rejoindre tout de suite Versailles-Grand Parc? Non, justement non, puisqu'on a choisi un jour d'aller avec Grand Paris Seine-Ouest parce qu'il y avait un intérêt économique et un bassin de vie, comme je le disais tout à l'heure. Bon, donc, et ça, à ce jour, ça n'est pas remis en cause. Ça pourrait être remis en cause si cette loi, la métropole du Grand Paris, s'appliquait au 1er janvier 2016. 2016, comme on peut le craindre ou le supposer, je ne sais pas. Mais encore une fois, il faudra bien regarder si cette loi perdure, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, il n'est pas certain qu'elle perdure. Si cette loi perdure en l'état, il faudra bien regarder aussi les conséquences qu'elle aura sur les autres communes de la Grande Couronne,
tels que Versailles, Saint-Quentin, etc., qui pourront être impactés également par cette loi. Donc ça, aujourd'hui, on ne l'a pas analysé. Personne ne l'a analysé. Donc je me dis, ne remettons pas en cause une décision qui a été prise à l'unanimité et en conscience des textes, ne la remettons pas en cause tant qu'on n'a pas d'autres textes à y opposer. L'hebdo politique. Alors, on a beaucoup parlé déjà de votre adversaire UMP pour ces municipales, Pascal Thévenot. Mais Vélizy, il y a aussi Vincent Collot du Front National et Ambroise Adjuvard du Parti Socialiste. Je vous propose d'ailleurs d'écouter ce dernier à propos de votre bilan et de ses ambitions. Donc, votre question se posait sur le bilan du maire qui, pour moi, est relativement mitigé à Vélizy-Villacoublay, et ce pour deux raisons principales. La première raison, c'est la question du transport. On sait que le train va arriver fin 2016 pour la portion qui intéresse les Vélysiens. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de problèmes qui sont des problèmes historiques, mais aussi des problèmes présents au niveau du réseau de bus de la ville. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de sortir et d'entrer de la ville, notamment avec le rabattement avec les gares de Chaville. Et ça, c'est un gros point noir pour la ville et un gros point sur lequel le maire n'a pas réussi à trouver les solutions adéquates et appropriées. L'autre question, c'est la question de la démocratie locale. On sait que pendant ces dernières années, un certain nombre de constructions ont été envisagées et ont été réalisées à Vélizy et ont été prévues en fait dans le plan local d'urbanisme et aussi dans le programme du maire sortant. Donc ça, il l'a mis en place, sauf que l'absence de dialogue avec la population a créé un véritable un climat de défiance. Un climat de défiance qui a créé aussi le terreau de la dissidence menée aujourd'hui par une personne, donc son ancien maire adjoint, qui en fait n'est pas du tout représentatif d'une opposition crédible. Alors, votre opposant socialiste Ambroise Adjuvard pointe notamment la circulation en ville. Vous répondez quoi? Vous êtes d'accord avec ça? Il y a des progrès à faire? Et pourquoi ça n'a pas été fait avant? Alors, ce n'est pas la circulation, il parle de transport par bus. C'est plutôt de cela qu'il parle. Problème de transport en commun. De transport en commun, exactement. Alors, il faut dire que le tramway va effectivement bouleverser complètement tous les schémas de transport que nous avons actuellement à Vélizy-Villacoublay. Nous avons... le T6, c'est ça? Le T6, bravo. Nous avons... et ça va tout bouleverser. Et quand Ambroise Adjuvard parle de l'accès aux gares, l'accès aux gares, il sera fait par le tramway. Donc là... Donc, en attendant, il n'y a pas d'autres moyens de faire évoluer les choses? Donc il faut rappeler que les transports par bus, comme tous les transports en Ile-de-France d'ailleurs, sont sous la responsabilité, sous la tutelle du syndicat des transports d'Ile-de-France, le STIF, et qu'avec eux, nous avons un dialogue permanent. La ville contribue d'ailleurs au déficit des lignes pour essayer d'améliorer. Donc et nous avons considérablement amélioré la desserte par bus. Mais elle n'est pas suffisante, j'en conviens tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de la mise en service du tramway, toutes les lignes vont être revues. C'est normal. Et ce que nous allons organiser, c'est ce qu'il dénonce du reste, c'est le rabattement des lignes depuis les quartiers et les villes environnantes sur les stations du tram. De manière à ce qu'on ait donc une vraie desserte, un vrai maillage dans tous les quartiers. Et nous allons dépenser, et le STIF en a admis l'idée, et plus que l'idée d'ailleurs, ils s'y sont engagés. Nous allons mettre un budget équivalent à celui que nous avons aujourd'hui dans les transports par bus, alors que nous aurons le tramway en plus. Combien ce budget? Alors, le budget du STIF, je ne sais pas vous dire, mais nous mettons sur la table 850 000 euros par an. Ok. Et nous allons donc continuer à mettre ce même budget sur la table, de manière à augmenter les fréquences des bus, y compris pendant les week-ends, ce qui est le gros défaut de ce qu'on nous reproche beaucoup actuellement, c'est justement la desserte pendant les week-ends, aux heures creuses. Est-ce que vous avez peur que votre guéguerre à droite entre M. Thévenot et vous, ça sert finalement que le candidat socialiste, Ambroise Adjuvard? Bien sûr que oui. Et bien sûr que oui, c'est évident qu'une dissension comme celle que nous avons, une division comme celle que nous avons, ne peut que profiter à nos adversaires. C'est une erreur fondamentale. Politiquement, ça ne se défend pas. Un rassemblement avant le second tour, est-ce que c'est possible entre vous et M. Thévenot? Moi, je l'ai exclu et je les avais mis en garde avant, parce que j'avais senti les prémices de cette dissension, si vous voulez, et je les avais mis en garde en disant « je ne ferai pas de fusion entre les deux tours ». Je l'ai vécu une fois, ça. C'est soit avant ou soit jamais. Voilà.
Pour le second tour, en tout cas, j'ai posé la question à Monsieur Thévenot. Écoutez sa réponse. Le sujet, il n'est pas de faire barrage à l'un ou à l'autre, il est d'avoir un projet qui corresponde à l'attente des Vélisiens. Moi, je suis en porte-à-porte quasiment tous les soirs et en fait, ils demandent simplement à être écoutés et à retrouver le Vélizy pour lequel ils sont venus, soit depuis 2-3 ans pour des jeunes familles, soit depuis longtemps. Et toute alliance ne peut pas se faire en dehors de ce cadre de la ville, une même vision pour la ville de demain. Donc, c'est pas une histoire d'appareil. Hein, aujourd'hui. Si on prend le projet Louvois, vous avez la gauche et puis l'équipe sortante de Joël Loison qui ont voté un projet de Louvois qui rajoute 1000 personnes, qui double la population. C'est pas le mien, donc en fait, ne serait-ce que ce projet un peu emblématique, s'il est maintenu par l'équipe Loison, il ne peut pas y avoir d'entente. Alors je sais que vous avez envie de réagir, mais l'urbanisation, on en parle tout de suite après. Pour l'instant, c'est l'heure de faire une petite pause musicale. On se retrouve tout de suite après. Deuxième et dernier thème de cette hebdo politique, les travaux à Vélizy. Dans une interview il y a quelques semaines, vous avez déclaré « Je ne souhaite pas poursuivre mon engagement politique à Vélizy par ambition politique, mais par la volonté de voir aboutir des projets qui me tiennent à cœur, comme le réaménagement du quartier Louvois et la mise en place de l'échangeur de l'A86. » On va donc parler de ces travaux d'envergure. Tout d'abord, celui qui faisait polémique récemment, le quartier Louvois. Concrètement, c'est quoi le problème avec ce quartier ? Bon, il faut resituer tout cela dans un contexte quand même, si vous voulez. Depuis que je suis élu et réélu, mon ambition a été de redynamiser la ville, de relancer l'attractivité de la ville. Et pour cela, il fallait ramener des habitants. Quand on parle d'attractivité, c'est pour les habitants et les entreprises. Il y a une chute démographique à Tout à fait, il y avait une chute démographique. De 22 000 à 20 000 habitants. On était passé de 25 000 à 19 000 et quelques, encore plus importante. Donc une chute assez importante et grave, et très grave également. On était passé de 38 000 emplois à 28 000. Donc, si vous voulez, il y avait une espèce de paupérisation de la ville. Et donc, mon ambition, c'était de relancer tout cela, de profiter du tramway, donc pour essayer de redynamiser la ville. Ça marche, puisque aujourd'hui, les programmes de construction qui sont lancés, de logements qui sont lancés, nous amèneront à l'horizon 2016-2017 à environ 25 000 habitants. Donc on sera revenu à 25 000 habitants, ce qui est la taille normale de la ville. Et en termes d'emploi, aujourd'hui, nous sommes déjà revenus à 43 000 emplois, avec une perspective de passer à 45 ou voire 48 000 emplois. Alors, le quartier Louvois, il date des années 70. Exactement. Pourquoi le réaménager, prendre les décisions aussi tard, presque, j'ai envie de dire, à côté des échéances municipales ? Non, mais la décision a été prise dans notre programme. Lorsque j'ai été élu en 2008, dans mon programme, il était inscrit que nous allions requalifier le quartier Louvois. Pourquoi ? Parce que ce quartier a été construit sur une dalle, comme ça se faisait dans les années 70, ce qui était une fausse bonne idée. L'idée, c'était de séparer les circulations piétonnes et voitures. Or, en même temps que l'on sépare ces circulations, eh bien, on voit qu'on enclave complètement le quartier. Donc, aujourd'hui, on n'est pas les seuls à avoir pris la décision d'enlever la dalle. En revanche, c'est un sujet qui est très difficile, très compliqué. C'est pour ça que ça a pris autant de temps. Voilà, nous avons eu 4 ans d'études pour arriver à la décision. Je vous propose à présent d'écouter Vincent Collot. À seulement 19 ans, il est tête de liste du Front National et il votera pour la première fois en mars prochain. Il évoque le PLU, le plan local d'urbanisme. Le PLU mis en œuvre impose à la ville un bétonnage massif dégradant significativement le cadre de vie. Donc nous réglerons ce problème-là. Et d'ailleurs, c'est certainement le problème principal qui se pose à Vélizy. En matière d'urbanisme, déjà, régler le plan local d'urbanisme qui nous a été imposé, alors que les Véliziens n'en sont vraiment pas favorables. Ensuite, nous travaillons justement sur le sujet avec mon équipe. Nous sommes en train de le voir et nous le dévoilerons en temps voulu, une fois que notre liste sera complète. Alors, voyant que le Front National était inexistant à Vélizy, j'ai décidé de proposer ma candidature. Ce qui a été, j'ai d'ailleurs été investi en novembre dernier. Depuis, nous essayons de rassembler un maximum de Véliziens, car c'est la première fois que le Front National sera présent sur Vélizy. Et c'est l'objectif qui m'engage au Front National afin qu'il puisse se développer au sein de cette ville.
Alors on l'a entendu, vos adversaires vous accusent de vouloir remplacer du béton par du béton et de vouloir construire 17 nouveaux bâtiments de 6 étages. Est-ce que c'est vrai ça? Non, c'est faux. C'est complètement faux. En réalité, Louvois, parce que là c'est dans le cadre Oui, de c'est le quartier de Louvois, Louvois, ouais. dans le Exactement. quartier de Louvois, nous allons effectivement enlever un certain nombre de bâtiments existants et les reconstruire. Le total ne fait pas 17, mais fait 5. Alors, 5 bâtiments. 5 bâtiments supplémentaires. Supplémentaires. Hein, supplémentaires. De combien d'étages à peu près? Alors, entre 2 étages et 6 étages pour certains, effectivement. Donc, il y aura dans les reconstructions que nous ferons, il y aura des bâtiments de 6 étages, des bâtiments de 4 étages, des bâtiments de 3 étages et des bâtiments, voire des rez-de-chaussée et voire des bâtiments de 2 étages. Donc on aura le choix. Oui, absolument. Mais il y aura effectivement 5 bâtiments de logement supplémentaires. Est-ce qu'il y aura des espaces verts? Parce que c'est ça finalement qu'on vous reproche. Monsieur Thévenot dit qu'il est possible de réaliser 10 000 m² de verdure. Est-ce que vous avez les mêmes chiffres ou... C'est notre programme. C'est exactement le vôtre. C'est notre programme. Vous vous rejoignez là finalement. Complètement. Lorsque la dalle que nous allons enlever, c'est 20 000 m², c'est-à-dire 2 hectares de béton. Hein, c'est du béton. Hein. Et ça, nous allons les enlever pour faire tout un programme dans lequel nous allons faire donc un centre commercial, des bâtiments de bureaux, un cabinet médical, un cabinet médico-psychologique, une crèche, un gymnase et un bâtiment associatif. Et donc, voilà, c'est très complet. Et 10 000 m², 10 000 m² de jardin, d'espace vert. Avec sur le centre commercial, sur la supérette du centre commercial, des jardins partagés. Voilà. Concernant le coût maintenant, vous l'estimez à 35 millions d'euros. Vos adversaires, eux, évoquent plus une soixantaine de millions d'euros. Est-ce que 35 c'est un chiffre sûr pour vous? Ah oui, complètement. Ou ça va évoluer? Complètement. Non, mais c'est 34 millions d'euros. 34 millions et demi. Combien à la charge de la mairie? 14 millions. Et du coup, financé comment? Par la vente de droits à construire pour faire les logements. Il faut dire que nous vendons 17 millions de droits à construire. Donc, on est déjà à 31, vous voyez, 14, 17, 31. Ouais, exactement. Plus la contribution de la SEM qui est associée. Donc, nous arrivons à nos 34 millions. Donc, il n'y aura pas, par exemple, une hausse d'impôt pour financer ce non, aménagement non, ou une baisse des services ou, Non, rien du tout. D'abord, parce que, je vous dis, 14 millions à la chasse de la ville, il faut quand même rappeler que notre budget d'investissement, le budget consacré à l'investissement est annuellement d'environ 20 millions d'euros. Or, là, c'est 14 millions sur 5 ans. Donc, nous avons largement la capacité d'autofinancer. À ce propos, je voudrais dire que depuis que je suis élu, moi, je n'ai jamais levé d'emprunt. Nous avons tout autofinancé. Tous nos travaux ont été autofinancés. Et nous n'avons pas augmenté les impôts depuis 2008. Alors, autre projet qui vous tient à cœur, je le disais, c'est l'échangeur de l'A86. Le but, c'est de rendre plus facile l'accès à Vélizy? Oui. Alors, ça, c'est une idée qui remonte à loin. J'ai lancé cette idée-là en 2006, vous voyez. Donc, oui. Et donc, c'est très long. L'administration française est compliquée. C'est un millefeuille, tout le monde le dit, mais c'est une réalité, je peux vous l'assurer. Et donc, on avance tout doucement sur ce projet-là. Justement, tout doucement, on va peut-être qu'il verra le jour en 2017, ce projet. Pourquoi autant de temps? 2006, 2017, 11 ans? Oui, justement, j'ai mis 5 ans déjà à obtenir l'autorisation de l'État. Parce que nous faisons un ouvrage sur une autoroute, un ouvrage qui va être financé... Vous n'êtes pas les seuls décideurs? On n'est pas décideur du tout. Du tout, d'ailleurs. Il a fallu obtenir l'autorisation de l'État pour le faire. Et ensuite, il faut que j'aille chercher les financements. Bon, ça y est, les financements sont trouvés. Mais l'État ne finance pas là-dedans, ou du moins une part très, très faible. Encore une fois, sur le coût, sur ce projet-là, c'est 48 millions, c'est ça? 48 millions, oui. Combien pour la mairie, encore une fois? Pour la mairie, ce sera 4 millions. Et finançable de la même façon? Oui, bien sûr, ça ne pose pas de problème. Quand je vous ai dit tout à l'heure que notre capacité d'investissement était de l'ordre de 20 millions chaque année, 4 millions pour cet ouvrage, qui vont s'étaler aussi sur 2 ans, puisque là, ce sera à financer sur 2 ans. C'est à notre portée, sans problème. Dernier projet, le cinéma UGC du centre commercial Vélizy 2. Est-ce qu'il va être agrandi finalement? Ce projet a été rejeté récemment? En CDAC, c'est-à-dire en commission départementale. Donc, vous feriez un bon journaliste. Voilà.
Et donc, nous allons, disons, UGC et Unibail, puisque ce sont eux qui sont les porteurs de projet, on fait un recours donc auprès de la Commission nationale cette fois, et la Commission nationale a lieu le 23 janvier. Donc, j'ai demandé à être auditionné sur ce projet, parce que ce projet est très important pour nous. Est très important pour la ville de Vélizy. Les Vélisiens sont, on va dire, des gens qui sont privés de cinéma, parce que nous avons des cinémas qui datent de 72, avec tout ce que ça comporte. Donc, nous n'avons pas de salles. Les Vélisiens viennent au cinéma à 50 ans. C'est quoi le projet? C'est doubler le nombre de salles? C'est 18 salles. Et il y en a combien actuellement? 7. 7. Mais qui correspondent, 18 salles qui correspondront au bassin de vie, en fait, parce que c'est pas Vélizy tout seul, bien évidemment. Il faut penser aussi au tramway qui va nous amener du monde. Et même en termes de circulation, nous avons des moments de mutualisation, en réalité. L'hebdo politique, ces mots qui agitent l'actu. Comme chaque semaine avant de se quitter, on s'intéresse dans l'hebdo politique à ces mots qui agitent l'actualité. On les retrouve partout, dans la presse, à la télé, à la radio. Et pour mieux les comprendre, nous les décryptons avec Jean-Pierre Duclos, l'un des auteurs de l'abécédaire de la citoyenneté. Cette semaine, il s'agit de la motion de censure. Alors la motion de censure en France, il en existe sans doute de nombreuses formes au travers le monde. Mais en France, la motion de censure est l'émanation directe de la possibilité pour l'Assemblée nationale, je dis bien pour l'Assemblée nationale et non pas pour le Sénat, c'est-à-dire que ce n'est pas le Parlement dans sa globalité, mais seule l'Assemblée nationale qui a la possibilité, à un moment donné, de déposer un texte qu'on appelle motion, et ce texte a vocation, s'il est voté à une majorité, à censurer le gouvernement. On sait tous ce que c'est qu'une censure. Censurer quelque chose, ça veut dire ne pas l'accepter, ça veut dire ne pas le reconnaître comme tel. Eh bien, l'Assemblée nationale a la possibilité de censurer le gouvernement. Ça ne se fait pratiquement jamais. En tout cas, sous la Ve République, il doit y avoir peut-être un cas qui se soit produit, je ne me souviens même plus exactement quand, mais par définition, la motion de censure peut être déposée. Vraisemblablement, l'UMP et l'UDI en déposeront une bientôt, ils en ont déjà déposé une. Elle aura la même sort que les motions de censure qui étaient déposées à l'époque par les socialistes ou les communistes lorsque c'était le président Sarkozy qui était au pouvoir. Par définition, la motion de censure ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés par les députés de l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale est le reflet de la majorité présidentielle. Donc la motion de censure n'a aucune chance d'aboutir. Elle donne pour autant l'occasion à l'opposition de pouvoir à un moment donné mettre l'accent sur un point ou deux particuliers pour démontrer que quelque chose ne va pas et que le gouvernement a besoin d'être mis au pas sur quelque chose. C'est aussi une façon pour l'opposition de pouvoir alerter les médias, la presse, l'opinion publique, pour mettre l'accent sur quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, je ne vais pas me jouer le rôle de l'opposition, mais on pourrait très bien comprendre que l'opposition dépose une motion de censure se justifiant sur la diminution, peut-être relative seulement, du déficit budgétaire. Alors, je vous ai vu secouer la tête pendant qu'on entendait Jean-Pierre Duclos sur la motion de censure. Pour vous, une motion de censure aujourd'hui de la part de l'opposition, ça n'a aucun intérêt, ça n'a pas de sens ? Si, ça a toujours un sens parce que ça permet de faire un débat et le débat est sain, ça permet d'éveiller les consciences et donc de faire, encore une fois, prendre conscience aux médias, il l'a dit, du reste, mais aussi à la population de manière générale. Non, ça va pas assez loin en revanche parce que je pense qu'il faudrait que la motion de censure puisse être déposée également par le Sénat et auquel cas ça prendrait tout son sens. Beaucoup de gens pensent que la France est impossible à réformer, que les Français sont hermétiques au changement. Vous êtes d'accord avec ça ou c'est une idée reçue ? Oh, c'est une idée reçue, il ne faut quand même pas exagérer. Les Français ont prouvé de tout temps qu'ils étaient capables de pouvoir changer, de pouvoir faire même des révolutions, si vous voulez. Donc, ils l'ont prouvé tout le temps. En revanche, c'est vrai qu'il y a un individualisme. Merci. Pas de très problème. fort en France qui fait que c'est un peu compliqué quelquefois et qu'ils ne décident bien souvent à se réformer que lorsqu'il n'y a plus d'autres solutions. Donc, mais non, les Français ont une grande capacité à réagir. Alors aujourd'hui, le gouvernement est très impopulaire. Est-ce que finalement, ça fait partie du jeu ou donc faut pas s'en inquiéter ou vous trouvez ça inquiétant, notamment pour appliquer les réformes ?
Non, ce qui est inquiétant pour moi, ce n'est pas qu'il soit impopulaire, c'est qu'il ait pris de mauvaises orientations. Si on veut relancer l'économie en France, et on ne pourra rien faire si on n'a pas relancé l'économie, il faut absolument diminuer les dépenses et diminuer l'impôt. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Voilà, c'est la fin de cet hebdo politique. Merci Joël Loison d'avoir été avec nous. Je le rappelle, au municipal de mars prochain, vous serez notamment opposé à Pascal Thévenot de l'UMP, Vincent Collot du Front National et Ambrose Adjuvard du PS. On se retrouve dimanche prochain à partir de 18h sur Sensation Yvelines pour une nouvelle émission. Bonne fin de week-end à tous. Merci. L'hebdo politique sur Sensation.